4 avril, je commence la journée puisque je suis encore, je suis déphasé, donc quelque part je suis en train de me réveiller d'une certaine façon, même si je suis levé depuis 1 heure et quelques, mais je suis encore dans l'embrumement du sommeil, des choses comme ça. En tout cas, je suis en train de prendre le café. Le café met des choses en place. Surtout pas de café au lait, surtout pas de lait. Avec le café, on a la capacité de jouir de certaines de nos facultés cérébrales. En tout cas, on a l'impression d'avoir été réveillé et même augmenté. Voilà cette phase un peu, cette montée, presque, c'est magique parce que j'ai pas d'autre terme, alors j'utilise un terme vraiment par défaut, mais on a une sorte de sentiment, voilà, sentiment de toute puissance. Et c'est bizarre, hein, c'est d'avoir ce sentiment d'être, la fébrilité dans la pensée. Et de quoi vais-je accoucher? Alors évidemment, dans le temps, j'avais en face de moi un sparring partner, je me jetais sur lui et je le recouvrais avec mes choses issues du café. Le café est un ingrédient essentiel à la constitution de cette perception de soi, une perception évidemment liée à un moment particulier de la journée, à un moment particulier de nos vies, non pas extensible à tous les autres moments. Voici donc comment l'on peut essayer de démontrer quelque chose. Alors, j'ai pensé donc il y a 10 minutes, 8 minutes ou 12 minutes ou 11 minutes à cette chose capture d'écran. Donc on ne peut pas faire une capture d'écran, donc capture d'instant. Simplement donner une sorte de chose à voir du moment. Alors, il y a, quand on est ce qu'on est, quand on est soi, on a des sortes de prédispositions, de mécanismes un peu qu'on va solliciter presque souvent. Voilà, il y a une répétition. Alors là, l'idée, c'est que on est dans une situation qui, par certains aspects, présente des éléments de contrariété ou de non-conformité vis-à-vis de l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Alors, voilà puisque je parlais de l'effondrement psychique, il y a un terme qui est assez connexe, en fait, la blessure narcissique. Évidemment, moins fort que l'effondrement, mais la blessure narcissique. De combien de blessures sommes-nous porteurs? Alors, moi, ça me fait penser à Saint Sébastien. Là, je le sanctifie, c'est pas grave, qui a été lardé de flèches, voilà, donc qui a reçu, c'était sans martyr, c'est de recevoir un certain nombre de flèches, donc évidemment de mourir dans ces conditions. Il y en a qui ont été livrés aux fauves, il y en a peut-être qui ont été comment dire, c'est quoi cette écartelé? Il y a plusieurs façons de mourir. Et bon, le martyr de Saint Sébastien n'est pas des pires, puisqu'il suffit de recevoir une flèche dans une région vitale, et à ce moment-là, le cœur s'arrête, il y a une hémorragie, etc. Donc, voilà, donc, on peut avoir été blessé et pas encore versé dans le statut de martyr de notre propre cause.
Aussi, je suis, comme qui dirait le Christ, j'ai les... comment on appelle ça? J'ai oublié. Zut. Donc, en tout cas, on a les stigmates. Voilà, les stigmates. Quelque part, nous portons en nous toute une série j'allais dire, d'affects, toute une série de choses, et ces choses-là demeurent en nous. Elles ne nous quittent jamais. Alors, ça ressurgit à l'occasion, à une occasion ou à une autre. Et nous pouvons être extérieurement dans une sorte de paisibilité, mais au fond de nous-mêmes, nous sommes en train de revivre un instant difficile. Voilà, donc c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais voilà, je l'ai dit, donc c'est réglé, c'est acté. Il y a des fois des propos qui sont un peu faibles, il faut faire avec. En tout cas, la chose est que donc les blessures narcissiques, ça c'était juste une parenthèse, mais après c'est le quotidien. C'est le quotidien en ces instants assez particuliers dans lesquels on est un peu soumis à la contrainte collectivement, mais sinon le quotidien, tout à l'heure je lisais quelque chose sur la souffrance et le martyr, là c'est vraiment, ça y correspond. Des prisonniers dans un pays du Proche-Orient, là c'est clair que, et puis imagine partout ailleurs, mais là c'était plus accentué comment dire, au vu de de la guerre qui était dans ce pays. En tout cas là on voit des gens souffrir, et c'est une souffrance qui n'a pas d'équivalent. Là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se comparer nullement quand on est soumis à des privations de toutes sortes, quand on est soumis à des contraintes, quand notre psychisme est soumis à des pressions impossibles à juguler, là, il s'agit de blessures narcissiques pour de vrai. Quand on sodomise un homme, évidemment, on peut tomber sur quelqu'un qui n'avait rien contre la sodomie, mais là, ça se passe dans des conditions atroces. C'est pas de la sodomie, c'est du défonçage d'anus. Donc et puis, raison de plus, il peut y avoir des fantasmes de sodomie, mais là, la sodomie, fantasme et réalité, ce sont deux mondes différents. Quand vous êtes finalement soumis à ce genre de traitement, votre narcissisme, l'idée que vous faites de vous-même est détruite à jamais. Ah, c'est ça la question. Il n'est pas possible de réparer. Parce que le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que vous pouvez être soumis à d'autres tortures et à d'autres... voilà, donc et en plus, vous êtes privé de nourriture, vous êtes privé de sommeil, vous êtes privé vous ne pouvez même pas vous allonger. C'est de votre longueur. Alors, on imaginait, il y a un moment quand on entrevoyait la carrière d'opposants politiques et conséquemment de prisonniers politiques, on pensait à des traitements, à des maltraitements physiques, mais jamais les maltraitements psychiques. La sodomie ou le viol n'en faisait pas partie. Oui, on était la position, je sais plus comment on l'appelait, d'être suspendu, d'être, je sais pas, les ongles arrachés. On imagine des choses dont on a entendu parler. Évidemment, c'est pas de l'imagination, c'est qu'on pense. Plutôt qu'on imagine, on pense à des traitements comme ça. Alors,
la privation de sommeil, etc. Ça, c'est aux Américains. Après, les Américains aussi pratiquent la noyade, etc. Mais les privations sensorielles et tout le reste, enfin, les choses comme ça. Donc, c'était la position d'être suspendu, je sais pas comment on l'appelle, la position du perroquet, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est une position dans laquelle on est soumis à une pression telle qu'il y avait des choses comme ça. Donc le quotidien, notre quotidien, qui est d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas le seul maître à bord. Il y a les lois, il y a le surmoi, il y a les institutions, il y a les autres, il y a les codes, il y a les morales, il y a les codes d'un collectif, grand collectif, puis il y a les codes d'un petit collectif, je sais pas, toujours. Vous pouvez avoir aussi affaire à un simple voisin qui vous impose une certaine conduite qui contrarie votre paisibilité. Vous pouvez avoir rien que avoir affaire à un syndic qui décide, voilà. Donc, mais malgré tout, ce n'est pas comparable à ce qui se passe dans d'autres lieux j'allais dire, dans lesquels votre personne est soumise à des pressions. Là, il s'agit comment faire du quotidien quelque chose qui a du potentiel d'épanouissement, s'entend évidemment. Pas de potentiel autre, hein, c'est comment mieux vivre et comment réaliser une sorte de retournement. Quand on est dans une situation qu'on estime pas très correcte, pas très confortable pour soi-même, il faut savoir la retourner. Il faut savoir faire quelque chose contre. Simplement, quelquefois, on n'arrive pas à mettre en place un dispositif, j'allais dire clair, sémantique clair, comment identifier ce qui nous ennuie, le nommer la bête, nommer le monstre, nommer la contrariété, nommer presque l'innommable, nommer. Voici ce qui empêche que je me réalise dans finalement à tous les points de vue. Voilà ce qui m'alourdit, voilà ce qui me retient. Un aspect, puis on peut parler d'un aspect, puis passer à un autre aspect. Alors, toujours l'idée de coût-bénéfice. Si on trouve une jouissance dans le maintien d'une relation conflictuelle, une relation presque pathologique à un événement, un trauma, si ça nous donne, je sais pas, le sentiment d'être différent des autres, si ça nous donne le sentiment de pouvoir, par exemple, pleurer sur commande, on veut dire que, pour moi, pleurer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je voudrais pouvoir y arriver à n'importe quel moment. Là, à ce moment-là, vous allez tout voir, c'est bon, vous justifiez votre maintien dans un état d'inconfort. C'est vous qui l'avez choisi. Donc le coût, vous êtes prêt à en supporter le coût. Après le bénéfice, est-ce que c'est un bénéfice? Ouais, c'est un maléfice. Voilà, donc c'est toujours la question. Ce que vous pouvez prendre pour un bénéfice à un moment donné, mais en fait c'est un maléfice. C'est une chose qui va vous faire du mal. Voilà, si l'on peut un peu traiter le monde sous cette forme-là, voilà. Sinon, donc identifier les choses qui nous contrarient, les identifier les uns après les autres, et dire en quoi
il y a des choses qu'on peut changer. Là, il suffit de se disposer mentalement, de se disposer de façon favorable. Il y a des raisonnements, faut savoir les terminer, les achever. Je commence, j'ai une clé, j'ai 2 clés, 3 clés, mais si j'ai les clés, si je ne les mets pas dans les serrures correspondantes, ça me sert à rien d'avoir les clés. Donc j'ai la clé, j'ouvre et j'accède à ce qui était protégé par une clé. Donc voilà, j'ai cette clé, donc je dois aussi, j'ai peut-être plusieurs clés. Parce que, évidemment, ma réalité psychique, elle est à tiroir, on peut dire. Donc, c'est un terme que j'ai entendu hier, je le récupère, ben, je sais pas si j'en ai fait un bon usage, en tout cas, c'est fait. Alors, donc, l'effet du café est en train de baisser, donc là, évidemment, ça ne dure qu'un instant, hein, j'ai pas connu le plaisir physique, hein, ça c'est clair, dans mes relations sexuelles, mais par contre, le plaisir avec le café, la phase de montée, la phase de plateau, la phase de descente, ça je peux en parler tout le temps. Donc le quotidien c'est un peu l'enfer personnel, notre enfer personnel, parce que l'on est confronté sans que l'on puisse le partager. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons les éléments qui nous interpellent. Voici en quoi tu as failli. Voilà ta liste d'accusations. L'accusation que tu te fais ou que tu t'envoies à toi-même. Voilà. J'ai manqué. Il y a des éléments. Et finalement, je suis dans une situation, peu importe qu'elle soit une situation de solitude ou de compagnonnage, peu importe. On peut être accompagné et ne pas prendre cela comme quelque chose d'important ou finalement d'utile à soi. Il y a des compagnies qui sont dont on pourrait presque s'en passer. Finalement, après, il y a la compagnie avec soi-même. Là, c'est évident que c'est une chose qui est le summum de la torture, le summum de l'appauvrissement et le summum de la réduction. La réduction de son moi, de son narcissisme, c'est d'être seul face à l'idée qu'on se fait de soi-même. Il n'y a plus rien qui vous nourrit, il n'y a plus rien qui vous amende. Donc vous vivez sur vos réserves. Et à un moment, ces réserves s'épuisent. Hein, qu'il faut. Voilà. Donc, en tout cas, le quotidien, il est là. Il y a des impératifs, j'allais dire, il y a de continuité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez un rituel, vous pouvez l'appeler autrement, un rituel, vous passez par un breuvage spécial, et puis, une fois ce breuvage consommé, vous commencez évidemment, vous connaissez ces différentes phases physiologiques, puis après, une fois que c'est passé, vous redevenez un peu beaucoup vous-même. Et c'est un voisinage, ce compagnonnage avec soi-même que se pose le problème. C'est qu'on se regarde comme si on était extérieur à soi, on se regarde vivre presque au ralenti. On est dans l'incapacité d'accélérer le temps, d'accélérer ses rythmes de vie, d'en venir à bout d'un certain nombre de tâches. Ces tâches n'ont jamais concrètement, objectivement, elles sont faciles à circonscrire, et pourtant elle devient finalement un défi extraordinaire. Voilà, vous avez en face de vous des défis presque
ridicule. Voilà, votre défi est objectivement un défi d'une dimension, bon, très quelconque. Voilà. Donc vos ambitions se sont réduites à ceci ou à cela. Simplement pour dire un peu la chose, pour parler, j'ai reçu l'invitation pour aimer une page de quelqu'un qui se sert de l'occasion. Voilà un peu comment on peut présenter les choses. On peut être conscient que l'on est dans une présentation convenable ou pas. Plutôt 10 milliards pour la santé, plutôt que pour la bourse. Un raccourci, j'allais dire, un raccourci sémantique, un raccourci cognitif, une sorte de posture, une posture presque amorale. On ne peut pas réduire les choses. Alors quel est le but? Quand nous faisons dans une sorte de réduction du réel, quand le réel nous l'interprétons uniquement en fonction de nos catégories propres et non pas en fonction des catégories finalement des catégories communes. Notre vision devient l'élément prépondérant. Or, il faut qu'il y ait un rapport dynamique entre soi et l'extérieur. Donc, il n'y a pas ce rapport qui tient suffisamment compte de la spécificité de l'autre et la spécificité du groupe, qui est évidemment plus important que soi. Alors la raison, je dirais pas la raison du plus fort, la raison du groupe, quelque part, elle prévaut sur la raison de l'unité. Voilà, c'est comme ça, on n'est qu'une unité. Mais le groupe nous offre des capacités. À nous, presque de faire travailler le groupe pour nos propres demandes, nos propres projets. Il y a une façon que nous avons de mobiliser. Moi, cette personne qui m'envoie cette sollicitation en se présentant de cette façon, ça ne me donne pas envie. Politiquement parlant, c'est du populisme le plus cru, le moins intéressant. Ça aurait pu être quelqu'un, il est communiste, il aurait pu être extrême droite, c'est tout pareil. C'est un raccourci impossible à suivre. Un raccourci, non. Présentons les choses de façon, oui, je défends plutôt le secteur public que le secteur privé. C'est clair et net, je lutte pour ça. Après, après qu'on dise clairement qu'on est contre le système financier, qu'on veut finalement abattre le système capitaliste et son versant financier, voilà, donc on dit les choses clairement. On est contre le système capitaliste qui génère là aussi ce type de presque de phénomène de la financiarisation de l'économie qui évidemment quelque chose qui n'a rien à voir avec l'économie réelle, voilà, des concepts dans ce genre dont je n'en ai pas trop finalement l'utilisation. Mais en tout cas, le quotidien, vraiment, c'est presque clinique. On voit à quel point le moment de scintillement presque est passé. En fait, il faut être presque l'instantané, il faut être presque embusqué, presque prêt à surgir. On boit le café, et puis on attend, on compte jusqu'à 10, et puis on se met à parler, parce qu'on sait que, bon, c'est arrivé. C'est arrivé, voilà, ça a activé tel ou tel réseau neuronal, voilà, c'est bon.
ça y est, c'est bon. Là, boum, 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 boum. Et je dis, la phase ascendante et la phase plateau, ça dure quoi? Ça dure 10 minutes, ça dure 8 minutes, ça dure, je sais pas, mais une courte durée. Donc je profite, je parle, je débite, mais après je m'arrête, parce que je suis plus du tout, il y a plus de vagues. Et je peux plus continuer d'essayer de surfer. Il y a plus de support. Donc voilà comment on est dans cette position-là. Donc l'idée de capture d'instant, elle finit par ne plus correspondre à rien. Donc l'idée que je me t'ai faite du quotidien, c'est-à-dire avec donc une sorte de tradition. Et toute tradition est par essence, bien sûr, qu'elle est sécurisante, mais elle finit par devenir une sorte de... parce qu'on n'est plus capable de produire autre chose, de demander autre chose à soi-même. On ne fait que se répéter. Donc... ça me rappelle cette histoire des rois, les rois qui invitaient des gens. C'est presque l'idée, quand on est dans une petite collectivité, on a besoin d'introduire, comme on a besoin, biologiquement parlant, d'introduire de la différence génétique dans tout collectif réduit. Il faut de l'autre, pour permettre à soi de se perpétuer. Il faut de l'autre. Il faut se nourrir de l'autre. Alors, métaphoriquement et plus que métaphoriquement parlant. Donc l'autre, il faut presque aller à sa fenêtre et ailer le passant ou la passante pour finalement l'intégrer dans ce rituel matinal, par exemple. Parce que c'est essentiel pour non pas seulement agrémenter, pimenter, pour introduire une dose d'imprévisibilité, quelque chose qui va contrarier le déroulement du processus habituel. Voilà, il faut mettre en échec le rituel et la tradition. Donc le problème, le quotidien, c'est l'enfer personnel qui se déroule, qui se déroule et qui se redéroule. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'atteinte finalement flagrante, grave, etc. Il n'y a pas de mauvais traitement à dire. Personne ne peut condamner, ne pourra condamner, aucune organisation de défense des droits de l'homme, etc. ne pourra aller dans votre sens. Vous dites que vous êtes dans un état un peu, vous souffrez, ou vous êtes mal à l'aise, vous êtes embarrassé, vous êtes ceci, cela, mais c'est le lot de tout le monde. On va vous répéter, on va vous répondre. C'est le lot de tout le monde. C'est l'enfer, que tout le monde est obligé de supporter. C'est une idée de l'enfer. C'est l'enfer, ce n'est pas exactement la chose extraordinaire dans laquelle il y aurait beaucoup de choses. Alors c'est comme un gigantesque banquet, un gigantesque happening, je sais pas, il y aurait des gens, toutes sortes, des diables, des occupés à dépecer, occupés à cuire à petit feu les uns les autres, à plonger certains dans l'eau bouillante, dans l'huile chaude. Et ça, et on voit que c'est une allégorie, tout ce qui est plus enfantin, faite pour les esprits, pas les esprits faibles, nullement, mais pour un certain type, ça correspond à l'attente, aux attentes de certains. Ça peut les comment dire, les
en tout cas, ça produit l'effet recherché. Il y a des gens qui sont impressionnés. Alors, il faut énormément d'années, des dizaines d'années pour arriver à penser l'enfer en des termes différents. L'enfer, c'est la tranquillité, c'est trop de tranquillité. C'est trop de, j'allais dire, trop de ceci, trop de cela. C'est même l'inverse, c'est quand on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, ce moment-là est spécial, mais malgré tout, on est chez soi. L'enfer, déjà, il faudrait qu'on n'ait pas l'Internet. À ce moment-là, qu'on n'ait pas la télévision, et qu'on n'ait même pas la radio. La chose qui vous force, et c'est un enfer, vous savez que vous avez l'Internet, mais vous savez que vous n'allez rien en faire. Rien d'extraordinaire. Vous n'allez pas commencer une carrière de créateur, une carrière de je sais pas quoi, pourrait dire téléévangéliste, tiens, ou internet. Vous allez rien faire. Vous allez accumuler des connaissances à moitié. Vous allez être encore dans une sorte d'accumulation continue. Alors, j'ose pas l'appeler l'accumulation primitive, mais quoi faire du savoir? Surtout quand ce savoir est accessible en permanence. J'ai pas besoin de savoir cette chose, de lui réserver un emplacement dans ma mémoire, comme ça, de créer de l'encombrement, alors qu'en fait, non. Cette chose, il suffit que je tapote, faut que je pianote plutôt, pour que j'y ai accès. Donc, ce qui est intéressant, ce que l'Internet ne permet pas, c'est les interactions. C'est l'être face à l'être. Et l'être face à l'être à toutes ces choses qui naissent dans cette confrontation. Je sais pas, vous avez quelqu'un dont vous avez entendu la voix il y a très très longtemps. Et cette voix, vous ne l'avez pas oubliée. Vous pouvez en parler assez aisément. Cette voix-là, c'est vrai. Il y a des gens que vous continuez d'identifier. Alors, donc l'être, c'est être face à quelqu'un, c'est s'assurer une certaine éternité, en tout cas dans la mémoire de l'autre, une certaine permanence. C'est ça, globalement, c'est être présent assez fortement. Quelquefois, voilà, vous pensez à quelqu'un, vous pouvez pas l'appeler pour lui dire j'ai pensé à vous, mais vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu il y a 30 ans. Ou qu'on n'avait pas vu il y a 10 ans, 12 ans, 20 ans, vous y avez pensé. Alors, on fait l'exercice inverse, on se dit, pareil chez l'autre. Mais ça conduit pas à ce qu'on aille rechercher, ou c'est juste au niveau de le fait du retour. Donc, en tout cas, on a ce bénéfice, peut-être pas très important, d'être présent dans la mémoire, ou dans les rêves, ou dans les cauchemars de quelqu'un. Donc, spécialement, voilà, clairement, le tableau est là. J'ai perdu toute l'énergie que le café m'avait donnée. Je l'ai perdu en entier. Et je suis dans une sorte, cette descente est un peu malaisée. Il y a un sentiment, non pas un sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir un peu, d'avoir été, un sentiment d'avoir approché une chose, et puis de l'avoir
de se rendre compte qu'elle n'est plus là. On redevient dans son corps, on retourne dans son corps. Et son corps est en retour dans sa lourdeur, dans sa pesanteur. Et donc là, le quotidien, j'ai même mal aux yeux, et le quotidien, ça devient, de nouveau, on n'a plus la capacité, déjà je l'ai perdu il y a déjà un petit moment, la capacité d'enchanter le quotidien. Pas cette capacité. Alors voilà le terme enchanter. Enchanter, évidemment, une activité de pure illusion. Mais l'illusion est nécessaire, nécessaire et vitale même. Simplement, et pour cela, il y a un minimum, il faut avoir accès à la nature. S'il n'y a pas la nature, tout ce que l'on peut dire se retrouve un peu délégitimé, parce que la nature, c'est comme, vous pouvez vous rendre, évidemment, vous avez besoin de vos semblables, mais vous avez aussi besoin d'un certain rapport au reste. Le reste est conséquent. Vous suivez l'évolution d'une plante. Vous avez, évidemment, vous avez pris connaissance de la phase de dormance, etc., l'automne, l'hiver, tout cela. Et puis maintenant arrive la saison de l'éveil, de l'éveil pour certains, de réveil pour d'autres, du retour, etc., de l'émergence. Et vous voyez les choses prendre forme et vous surveillez la croissance comme s'il s'agissait d'un nouveau-né ou de quelqu'un ou quelque chose qui revient à la vie. Vous êtes attentif à ces choses-là. C'est pas, vous ne vous émerveillez pas, mais il y a ce rythme est un peu comme vous êtes déjà fini, votre monde est fini, sur le plan physique, il est fini, sur le plan même des idées, quelquefois, il est fini, sur le plan peut-être subjectif, il n'est pas tout à fait fini, mais il n'est pas loin de l'être, et vous voyez que vous avez là une opportunité de freiner un peu cette perspective. Comme un transfert, vous voyez les choses acquérir de la force, quand vous voyez une petite plante qui commence à grandir et à devenir plus concrète, plus consistante, et vous la voyez finalement passer d'un état à un autre. On sait comment ça va évoluer, on sait que c'est le cycle végétal et ça se termine par la mort ou ça se termine par la dormance ou des choses comme ça. En tout cas, la mort et la dormance, c'est un peu la même chose. En tout cas, c'est ça. Alors, évidemment, mais quand vous n'avez pas accès à ces choses essentielles à l'imagination, essentielles à la stimulation, voilà, vous pouvez reporter, trouver quelque chose pour pallier à ce que vous ne recevez pas de vos semblables. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc le quotidien minimum, comme là tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de politique, le minimum, c'est aussi d'avoir de la surface, évidemment, la surface, mais aussi d'avoir la surface habitable, mais aussi d'avoir de la surface, et évidemment uniquement pour ce genre de plaisir spatial ou de plaisir visuel. On n'habite pas dans son jardin, mais par contre, on a besoin de ce jardin. Alors aussi petit qu'il puisse être, il est essentiel. Et ce n'est pas un rebord de fenêtre, ce n'est pas un balcon qui va permettre, vraiment, c'est un peu plus. La terre, vraiment, la terre, la vraie,
la vraie terre, avec tout ce qui l'accompagne. Alors, quand vous avez la visite, en 2012, j'ai acheté un arbre à papillons et j'ai eu la visite d'un sphinx, qui est extraordinaire. Un sphinx est venu à ma fenêtre. Alors j'imagine, arbre à papillons, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans l'entourage. Il y en a, mais à quelques kilomètres. Mais ce sphinx, je ne sais pas combien de kilomètres il a parcouru pour venir butiner à mon arbre à papillons. C'est extraordinaire. Alors, cet arbre à papillons que j'avais sur mon rebord de fenêtre est mort à cause du gel de 2012. Donc peut-être que l'arbre à papillons, je l'avais en 2011. En tout cas, il est mort. En tout cas, j'ai reçu. Donc, vous pouvez avoir chez vous, voir l'éruption d'êtres que vous ne côtoyez pas d'habitude. Ce n'est pas... il y a des êtres qui peuvent venir qu'une fois, etc., etc. Vous voyez le côté, le côté un peu... le côté plein des choses. Il y a la terre héberge un certain nombre d'êtres de toute nature, de toute forme et j'allais dire de tout destin. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et le fait que l'on pense les choses, d'abord, on peut pas les penser pour les autres, on les pense pour soi-même. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont planter des choses, des arbres, des essences, exprès, pour attirer un certain nombre d'êtres, comme on plante un arbre à papillons, pour attirer les papillons. Ouais, donc, voilà, donc c'est ça, quelque chose de concret. On imagine que on se fixe comme objectif d'avoir un espace vert à soi. Pas un espace de public que aujourd'hui, avant les espaces publics c'était ouvert et on les fermait. Quelquefois on les fermait, certains qui étaient fermés. Aujourd'hui, ça devient la règle. On ferme pour cette raison ou une autre. On ferme parce que il y a trop de vent. On ferme parce que voilà, c'est plus un espace, c'est plus un espace libre, c'est un espace contrôlé. Vous avez un espace, certes limité, évidemment, mais vous y avez accès quand vous en avez envie. Pas quand la mairie décide, voilà. Et la scène dans laquelle je me faisais presque chasser par le gardien qui vient fermer, qui fait le tour, qui arrive évidemment avant l'heure officielle de fermeture, il vous presse de vous en aller. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que l'espace auquel je fais allusion, c'est un espace ouvert, un espace qui servait aussi de parking, mais il y avait des à côté qui étaient ouverts, et c'est dans cet espace que, accompagné d'un chien, j'ai pu assister, j'ai fait peur à une couleuvre qui a été obligée de relâcher le poisson qu'elle avait avalé, et le poisson s'en est allé, pour ça une couleuvre, et voilà, donc une petite scène, parce que le chien, je l'ai amené se promener au bord de l'eau comme ça, ben aujourd'hui non. Voilà, cet espace était quand même fermable en cas de risque d'inondation. C'est un espace qui était ouvert, mais en même temps, donc il n'y a pas d'espace réellement ouvert dans les villes. C'est ça le truc. D'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a plus d'espace ouvert, il n'y a que des espaces fermés. Même la nature est déjà partout. Elle appartient à tout quelqu'un, partout il y a des limites, partout il y a des signes comment dire, les signaux d'exclusivité, usage exclusif, réservé, un tel, passage privé, espace semi-privé, espace semi-public, espace juste
vous pouvez pas vous installer, vous pouvez juste traverser, alors des choses comme ça. Donc instantané de la pensée, comment la pensée se perd, comment la pensée évolue, si l'on peut dire. Accompagné par des rythmes intérieurs, quelquefois, à un moment donné, la pensée se retrouve abandonnée, abandonnée de la chose qu'il a impulsée. Voilà, c'est comme ça. Simplement, la chose, donc le quotidien, j'ai pas réussi à en parler. Et c'est ça un peu mon regret. J'ai pas réussi à parler de cette lourdeur, de ce côté infernal du quotidien, calme, presque sirupeux, il n'y a rien, vous êtes là, personne n'est là pour vous, pour s'opposer à vous, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous la quittez, une chose qui vous plaît pas, donc quelque part vous dislikez. C'est un espace bizarre, un quotidien bizarre. Vous avez l'impression d'agir alors que vous n'agissez pas. Si quelque chose était de l'ordre de l'action, c'est que les vivants doivent s'occuper des cimetières plus que toute autre chose. On doit s'occuper de l'ultime lieu, de notre ultime résidence. Et pourtant, les cimetières sont, voilà, il y a comme une séparation. Alors qu'en fait, il faut penser à soi mort et remonter. Et se dire, tiens, à soi dans une sorte d'impuissance, puis commencer à remonter, et le temps est se dire, tiens, je suis encore dans la capacité de formuler des choses, la capacité d'agir de façon autonome. Je suis dans la capacité de m'opposer à moi-même, de contrarier presque ma tradition, mes habitudes. Je peux finalement me surprendre moi-même. Ben, c'est difficile à imaginer, et puis un peu le contraire, mais rien que pour le plaisir de le dire. Voilà, en fait, on est là encore, ça participe de la descente. On est moins que ce que l'on pense, pouvoir être. On est toujours dans le moins. On n'est jamais en correspondance avec les ambitions et les prérogatives que l'on se donne. La personne que l'on finalement que l'on déçoit en premier, c'est nous-mêmes. Là, je reviens donc de nouveau vers un narcissisme. L'idée, c'est comme ça, et on peut se décevoir énormément. Voilà une chose que j'avais commencé à écrire. Simplement, j'avais dit, je suis capable de décevoir énormément. Et comme s'agissant de l'écrit, je lui ai pas donné de suite, voilà la différence entre l'écrit et le parler. Le parler permet d'amener une pensée, une idée jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où on ne peut plus en tirer quoi que ce soit. Et là, en plus, on peut entendre presque on a une sorte de le corps était ça arrêté non l'écriture est quelque chose de presque fixe, immobile, presque comme si l'écriture c'était une chose morte à un moment donné. On peut pas, comment dire, il lui manque de l'âme, il lui manque du corps.
vraiment se donnent du corps à ce qu'ils sont, à ce qu'ils pourraient être en train de lire. Bien entendu, il y a ce phénomène assez inexpliqué finalement de la rencontre entre des mots et les attentes d'une personne. Moi simplement, ma rencontre avec Dumas et donc les mousquetaires, ça a été une rencontre fondamentale dans ma vie de jeune homme évidemment, mais après c'est comme ça. Alors peut-être parce qu'il y avait l'esprit de la camaraderie, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, peut-être, j'en sais rien, en tout cas c'était en arabe, donc traduit, mais voilà. Après, j'ai eu l'occasion de jouir, évidemment, de participer au Seigneur des Anneaux, là, des choses comme ça, même si cette quête initiatique n'était pas tellement, ne m'était pas tellement nécessaire, j'étais déjà lancé. L'initiation, bon, est-ce que l'initiation est réservée à une classe d'âge? Est-ce qu'on ne pourrait pas être initié même un peu vers la fin de sa vie? Et on pourrait dire, j'ai besoin d'être initié dans l'efficience, simplement. Voilà, dans l'efficacité, dans l'effectivité, dans la réalisation, dans la mise en mouvement. Voilà. Donc, pour finir cette parole-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en mouvement? Qu'est-ce qui est arrêté? Qu'est-ce qui est ralenti? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut remettre en mouvement? Et qu'est-ce qu'on peut peut-être accélérer? Qu'est-ce qu'on peut... c'est assez compliqué à dire et à identifier. La rencontre avec l'autre est une chose exceptionnelle. La rencontre, souvent, elle se réalise dans des conditions quelquefois assez particulières. Il y a des rencontres, la plupart des rencontres auxquelles on se réfère, évidemment, c'est nos rencontres. Quelquefois, elles se sont réalisées un peu malgré nous. Si j'avais pas été dans ces conditions particulières, je n'aurais pas fait ta connaissance. Donc au moins, c'est des conditions qui m'étaient défavorables, mais au moins, ils m'ont permis de te rencontrer. Alors faisons de cette rencontre une manière de rattraper quelque chose, de compenser, d'obtenir quelque chose. Là, c'est à partir du moment où une personne, on la connaît, on sait plus ou moins comment elle réagit, comment elle se dispose, on peut se permettre d'installer quelque chose dans la durée. Et cette communication, c'est-à-dire qui n'est pas dans la précarité. Une communication, on sait que l'on peut commencer presque une sorte de voyage ou une sorte de traversée, et que l'on peut la faire du premier moment jusqu'à la fin presque. On peut commencer comme un cheminement, comme une progression, comme une sorte de cycle végétatif, un peu du stade de la graine au stade ultime
qui est celui, évidemment, de la fructification et de la mort de la plante, mais déjà, il y a un résultat en termes de multiplication, en termes, voilà, donc, on sait qu'on va mourir, mais au moins, qu'on soit dans l'expression totale et l'expression complète de notre être, que l'on soit pas que l'on soit pas interrompu dans cette traversée de la vie, que l'on puisse être accompagné, que l'on puisse faire les choses de la façon la plus entière possible. Alors donc le quotidien, oui, c'est l'horizon du non-miracle, quelque part. Il n'y a pas de miracle. D'ailleurs, le miracle, bon, pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ce pouvoir, un prophète, un messie. Il n'y a pas de messie pour nos époques, il n'y a personne pour jouer les intermédiaires entre nous et la divinité, ou jouer le rôle entre nous et le Père. Il s'agit quand même de la figure du Père. Alors le Père, c'est un nom, c'est autre chose, c'est parler du Père. Et du Père, de tous les pères, du Père originel. D'ailleurs, un père qui s'auto-référence, bien entendu, en tout cas dans un livre en particulier. C'est assez compliqué. Si je pouvais, je dirais, je préfère pas être à la place de Dieu, puisque je serais, je veux dire, fondamentalement seul. Et moi qui souffre de la solitude originelle, ma solitude à moi, parce que né dans un environnement dans lequel il n'y avait personne pour m'accompagner, donc je n'ose pas imaginer. Alors, est-ce que Dieu naît? Est-ce que Dieu passe par, évidemment, c'est une question, mais en tout cas, la solitude, pour qu'elle soit supportée, enfin la solitude avec soi-même, quelque part, il faut, c'est uniquement dans le compagnonnage avec un semblable, un peu de la même, j'allais dire, conformité anatomique. Non, un peu dans le même âge, voilà, pour que on soit dans une sorte de communication à propos la montée de sève. Voilà, je traverse des périodes, imaginons que j'ai de l'acné, l'autre aussi a l'acné, on communique sur nos l'acné réciproque. Et après, on communique sur le reste. Et là, donc, Dieu est seul. Quelque part, Dieu est solitaire, Dieu est presque, Dieu vraiment est l'être le plus narcissique qui soit, le plus prisonnier. Donc c'est vraiment le narcisse à l'échelle infinie. Voilà, c'est comme ça que l'on termine. Je termine ce propos de cette façon. Alors, faut-il dire que c'est une bonne façon ou pas? C'est comme ça. Après, c'est à défaut de dire autre chose, je joue un jeu, évidemment, au niveau de la rhétorique, simplement, mais après, le reste, m'importe peu. Le reste n'a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité quelque part hors les mots, bah, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai fini avec cette montée d'adrénaline, ça se calme, j'allais dire ça s'apaise, ça s'effondre même. Alors, vivons l'effondrement, voilà, assumons cet effondrement, voilà, c'est fini,
c'est fini. Et la fête est finie.